La photo que nous voyons pourrait être celle de n'importe quel adolescent de la fin des années 40 dans la banlieue du Missouri. Mais cette photo renferme un secret gardé pendant des décennies. C'est le visage et la véritable identité de celui qui a inspiré le roman L'Exorciste. Mais ne nous précipitons pas. En août 1949, un article du Washington Post portait un titre qui allait marquer l'histoire de tout le Maryland. Un prêtre libère un enfant de Montéréner qui était entre les mains du diable. L'histoire a bouleversé la société, elle deviendrait un livre et après avoir été adaptée, arriverait au cinéma en 1973. Longtemps, tout est resté une légende locale sans nom. Mais finalement, des journalistes, des blogueurs et d'anciens amis des prêtres qui ont participé à la série d'exorcismes ont fait la lumière sur la vérité de cet événement. Qui était la véritable personne derrière le pseudonyme médiatique de Rolando? Quel rôle la tante décédée a-t-elle joué dans le destin de son neveu? Est-il vrai que ce garçon est devenu chercheur dans une prestigieuse agence d'investigation américaine? Aujourd'hui, nous allons découvrir toute l'histoire derrière l'exorcisme de Rolando. Ce mois-ci, nous enquêtons sur des exorcismes. Si vous souhaitez proposer votre cas préféré ou le plus intéressant, écrivez-le ci-dessous. Nous lirons tous vos commentaires et tiendrons compte de vos suggestions. Commençons. La tante pour raconter cette histoire depuis le début. Nous devons, ironiquement, modifier la chronologie et commencer par un article publié en novembre 2021 dans la revue Skeptical Inquirer. Cette publication bimestrielle existe depuis le milieu des années 70 pour diffuser des informations scientifiquement vérifiées sur des faits apparemment surnaturels. C'est-à-dire chercher la véritable explication des histoires qui ont été diffusées comme preuve de l'existence du paranormal. Dans l'article mentionné de ce magazine du Comité pour l'enquête sceptique, le vrai nom de Rolando a été diffusé pour la première fois à grande échelle. Et de nombreuses informations permettent de reconstituer sa biographie plus en détail. Et en effet, depuis 1949 et jusqu'à très récemment, les informations étaient dispersées et, dans de nombreux cas, contradictoires. La publication de cet article a entraîné un regain d'attention médiatique sur cette histoire dont se souvenaient bien les habitants d'Cottage City dans le Maryland. Et ainsi, enfin, on a pu donner un nom à ce récit troublant qui a su inspirer l'un des films d'horreur les plus révolutionnaires du genre de tous les temps. Passons donc aux faits. Le 1er juin 1935 est né Roland Edward Hankler, au sein d'une famille mêlant héritage allemand et américain et pratiquant la doctrine luthérienne, c'est-à-dire une branche du christianisme protestant. Faut-il préciser quelque chose à ce stade? Oui, le vrai nom était Ronald, mais le pseudonyme sous lequel l'affaire et cette personne sont connus est Roland. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons utiliser les deux noms, Roland et Ronald. La question est que Ronald était fils unique et il a passé une grande partie de son enfance entouré d'adultes. Il a eu, selon ce qui a été confirmé par différentes sources, des premières années absolument normales et sans incident qui auraient pu laisser prévoir ce qui allait se passer. Peu de temps après le début de l'adolescence, Ronald avait un lien particulièrement étroit avec une tante paternelle appelée Harriet. Bien que d'autres sources indiquent que son vrai nom était Matilda Hendricks, certains voisins décriraient cette femme comme une véritable excentrique pour l'époque. Alors que le reste de sa famille menait une vie très conventionnelle et allait toujours à l'église, la tante Harriet avait d'autres inclinations religieuses. Elle était spirite. On ne sait pas avec certitude si, à cette époque, il existait dans le Maryland un centre pour la pratique du spiritisme. Mais Harriet, d'une manière ou d'une autre, s'était impliquée dans cette philosophie et n'a pas tardé à la faire découvrir à son neveu. Elle lui expliqua que les planches Ouija n'étaient pas simplement une babiole vendue dans les magasins de jouets de la ville, mais un véritable artefact permettant de communiquer avec les esprits. À partir de cet événement, Ronald fut fasciné et commença à utiliser régulièrement les planches qu'il avait chez lui. Il ne savait pas que cet événement allait déclencher une série de faits qui ferèrent de lui une légende. Une porte s'ouvre. Au cours des premiers mois de 1949, la tante est décédée subitement et avec elle, une partie de l'enfance de Ronald. Elle semblait être partie, mais il savait que la mort n'était qu'un détail face à ce que Harriet lui avait appris. Il savait qu'il pouvait encore communiquer.
À peine âgé de 13 ans et complètement seul, Ronald commença à utiliser la planche Ouija dans l'intention de reparler avec celle qui avait été sa plus grande inspiration jusqu'à ce moment-là. Cependant, établir ce contact et le prix à payer se sont soudainement révélés très élevés. Quelques jours après la mort de Harriet, Ronald commença à ressentir d'étranges malaises, à s'affaiblir et à montrer des signes évidents de maladie. Ses parents, entièrement dévoués à leur fils unique, ont cherché une assistance médicale immédiate, mais aucun professionnel ne semblait capable de diagnostiquer ce qui arrivait au garçon. Le plus étrange était que ce mystère ne semblait pas seulement habiter le corps de Ronald, mais qu'il s'étendait dans chaque recoin de la maison. On commença à entendre des bruits étranges, des griffures de l'autre côté des murs, des petits coups sous le plancher en bois, des fuites dans des robinets qui, jusque-là, fonctionnaient parfaitement, et une multitude de situations qui laissèrent les Hankler stupéfaits. Au cours de ces premiers jours, rien ne semblait avoir beaucoup de sens, mais ce n'était pas non plus suffisamment alarmant. Peut-être que le système d'approvisionnement en eau de la maison avait simplement commencé à défaillir et que les bruits s'expliquaient par un problème dans les canalisations. Mais alors, les signes ont commencé à ressembler davantage à une situation de type poltergeist. Les livres étaient projetés hors des étagères, les tables grinçaient en bougeant sans que personne ne les pousse, et même un fauteuil a glissé à travers le salon de façon totalement spontanée. Ce fait aurait été rapporté par les enquêteurs de l'affaire. Du point de vue le plus crédule, tout indiquait qu'il y avait un même élément déclencheur pour toute cette activité paranormale. Ronald. Les parents du garçon avaient remarqué que les objets commençaient à voler et à bouger tout seuls chaque fois qu'il entrait dans une pièce. De plus, lorsqu'il s'absentait de la maison, les phénomènes disparaissaient. Le mal semblait le suivre. Et ainsi, tout comme Blatty décrirait plus tard dans son roman « La transformation grotesque de la petite Regan », Ronald commença à présenter des changements de personnalité totalement perturbants, malgré le fait qu'il soit déjà adolescent. À la tombée de la nuit, il commençait à crier comme un enfant en pleine crise. Il frappait tout ce qui l'entourait, poussait des hurlements et semblait être possédé par une colère incontrôlable. Les parents iraient jusqu'à décrire une autre scène classique du film qui viendrait plus tard. Le garçon parlait avec une voix qu'il ne reconnaissait pas comme la sienne et prononçait des mots incompréhensibles. On a aussi évoqué des blessures sur son corps, coupures, égratignures, coups, parfois formant des mots ou des phrases. Tout cela a été recueilli dans les rumeurs du quartier, dans des articles de presse publiés par la suite et dans les journaux des prêtres, qui feraient partie de la solution éventuelle à tout ce cauchemar. Découvrir ce qui était vrai ou non, ou ce qui se passait réellement avec Ronald Hankler, relevait désormais de chacun. Ce qui est certain, et la seule chose sûre, c'est que les choses étaient loin d'être terminées là. Serviteur de Dieu. La première chose à laquelle les parents de Ronald ont pensé fut, naturellement, qu'il souffrait d'un profond trouble dans ce que, avant les années 50 on décrivait sans euphémisme, Roland était devenu complètement fou. Les psychiatres n'étaient pas non plus d'accord sur ce qui se passait. Les symptômes de Ronald ne correspondaient apparemment à aucune maladie mentale connue, comme la schizophrénie, un épisode psychotique transitoire ou la présence d'un délire de possession ou d'hallucination. Lorsqu'il n'était pas sous l'emprise de ces crises, il semblait être un garçon normal. Que fallait-il faire face à cette situation ? Finalement, étourdis et quelque peu désorientés, les Hankler décidèrent de prendre le chemin de la religion. Ils s'adressèrent d'abord à Luther Miles Juhl, un pasteur luthérien de leur ville qu'ils connaissaient par leur ancienne pratique religieuse. Juhl accepta de s'occuper du cas, mais il le regretta rapidement. Il lui suffit de passer une nuit à observer Ronald et l'effet qu'il produisait sur tous les objets qui l'entouraient pour décider que cela dépassait ses compétences en tant que prêtre. Dans un article publié par The Guardian en 2021, il est indiqué que Juhl a écrit au laboratoire de parapsychologie de l'Université Duke, en Caroline du Nord, en mars 1949. Et il a expliqué comment, je cite, « son lit tremblait chaque fois que l'enfant s'y trouvait ». Il a également expliqué comment les sols de la maison de la famille étaient marqués par le déplacement de meubles lourds et comment une image du Christ accrochée au mur tremblait chaque fois que Hankler était à proximité. On dit que Jules a parlé avec d'autres pasteurs de sa congrégation et leur a assuré que le cas était réel, et que ce dont souffrait Ronald était quelque chose que ni lui ni un médecin ne pouvaient guérir. Il était possédé par le diable, mais un exorcisme n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire pour le pasteur.
La famille devait aller chercher directement un prêtre catholique, quelqu'un qui était formé à cet ancien rituel qui a été pratiqué en Égypte et en Mésopotamie, et qui a ses expressions non seulement dans le christianisme, mais aussi dans l'islam et dans les rites chamaniques. Qu'un prêtre aille dans le Maryland pour un exorcisme n'était pas du tout normal. Et cela a été l'étincelle qui a déclenché une couverture médiatique folle de l'affaire, qui a rapidement envahi les journaux et les tabloïds de l'époque. Les informations étaient rares et ambiguës. Certaines publications assuraient qu'il s'agissait d'une fille, d'autres donnaient de fausses adresses ou publiaient des témoignages de voisins, qui ajoutaient d'innombrables couches de fantaisie à une histoire déjà atypique. Les seuls qui semblaient véritablement inquiets étaient les parents de Ronald, qui ont pris contact avec l'Église catholique et ont été redirigés. Albert Hughes, un prêtre qui se trouvait à Washington à cette époque. Ce qui est curieux avec Hughes, c'est qu'il était un jeune curé. Il ne semblait pas suffisamment formé aux arts complexes de l'exorcisme et il n'avait définitivement jamais été témoin d'un cas semblable. Intrigué et sûrement tenté par la possibilité de passer à l'histoire, il demanda l'autorisation de réaliser la cérémonie d'expulsion mentionnée. Mais tout le monde savait que cela pouvait mal finir. Non seulement ceux qui croyaient sincèrement que Ronald était possédé par le démon étaient inquiets de l'issue de l'événement, mais aussi les médecins et les hommes de science qui tentaient, sans succès, d'aider les Ankler. C'est pourquoi il a été décidé que l'exorcisme ne se ferait pas dans une église, et encore moins dans la maison familiale, mais à l'hôpital universitaire de Georgetown. L'endroit convenait à plusieurs égards, car il était dirigé par des jésuites. En même temps, cela permettait la participation de médecins qui superviseraient tout le processus afin de s'assurer que le corps et l'esprit de Ronald ne subissent pas de séquelles graves. Sachant que tous les médias locaux étaient déjà à l'affût de toute information liée à l'affaire, Ronald a été transféré sous la plus stricte confidentialité, comme s'il s'agissait d'une opération d'espionnage. Il a été emmené en secret, isolé dans une chambre grillagée et éloigné de tous les autres patients. C'était un lieu secret qui visait à mettre fin une bonne fois pour toutes à cette histoire macabre. On a équipé Ronald de toutes sortes d'instruments pour surveiller ses réactions et aucune mesure de sécurité n'a été négligée. Ils ont attaché les poignets du garçon au lit et alors le prêtre a commencé les lectures prévues pour ce genre de procédure. Mais quelque chose a mal tourné. Bien qu'au début, Ronald semblait calme, à mesure que Hughes avançait dans la récitation de ses textes anciens. Quelque chose s'est réveillé en lui. Quelque chose d'incontrôlable, cette force que les parents de Ronald avaient vue en lui. Ces aubes d'hystérie sont devenues évidentes au milieu de l'exorcisme improvisé. Certaines sources affirment qu'à un certain moment, Ronald a brisé l'une de ses attaches et, avec la main libre, a arraché un ressort du lit sur lequel il était allongé. Ensuite, il s'est jeté directement sur le prêtre. Ce qui est certain, c'est que le rituel a dû être interrompu immédiatement. Hughes avait une profonde blessure à l'épaule qui saignait sans arrêt et il a dû être recousu. Est-ce que cela a suffi pour que le jeune prêtre renonce à jamais à tenter un exploit pour lequel il n'était pas qualifié? Et aussitôt après, il s'est retiré définitivement de l'affaire. Les parents de Ronald étaient de nouveau au point de départ, ne sachant pas vers qui se tourner pour aider leur fils à la maison. Avec Ronald, ils notèrent que les marques sur le corps du garçon s'intensifiaient et qu'on pouvait y lire des choses. On raconte que la mère de Ronald, particulièrement désespérée d'obtenir une réponse, remarqua que certaines des marques qui apparaissaient soudainement sur le torse de son fils semblèrent vouloir dire « Lois ?» Automatiquement, elle fit le lien avec un endroit sur la carte des États-Unis où elle avait confiance. Elle pensait que là-bas se trouvaient toutes les réponses, sentant qu'elle n'avait rien à perdre. Et, abandonnés par la science et la foi, les Hankeler rassemblèrent un peu d'argent, très peu d'affaires, et partirent avec une destination précise, Saint-Louis, Missouri. Là-bas, de nouvelles et effrayantes surprises les attendaient. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. 30 rituels. Dans ce nouvel endroit, dans un quartier tranquille, la famille a cru que les choses iraient mieux. Au début du mois de mars, Ronald semblait plus stable. Il n'avait pas eu de nouvelles crises et son humeur ressemblait presque à celle qu'il avait autrefois. De toutes ces nuits d'insomnie, ils étaient également loin de l'attention médiatique fébrile et cela leur apportait de la paix. Mais leur passage dans le Missouri n'allait pas tarder à générer de nouvelles histoires. On dit que, petit à petit, les crises sont revenues avec les cris et les voix d'outre-tombe habituelles. S'y ajouta une nouvelle aversion pour les crucifix et la rumeur selon laquelle les paroles qu'ils prononçaient n'étaient pas des incohérences. Elles parlaient en latin et en araméen, des langues mortes, anciennes,
qui semblait contenir le message que cette entité sinistre voulait transmettre au XXe siècle. Les Hankler s'étaient installés chez un cousin de la mère et grâce à lui, ont contacté la hiérarchie religieuse de l'Université de Saint-Louis. C'est ainsi que le révérend Raymond G. Bishop a servi de pont pour amener la famille devant William S. Bowder, un autre prêtre qui pouvait contribuer à la cause. Peu à peu, une équipe de prêtres s'est formée, qui lors des premières nuits s'est contentée d'observer les réactions violentes de Ronald, et a convoqué d'autres prêtres pour avoir différents points de vue. Ce groupe a également fini par inclure William S. Bowder, Walter H. Halloran et William Van Roo. Certains avaient un point de vue plus sceptique, d'autres étaient des aumôniers expérimentés ou de jeunes prêtres qui cherchaient à apporter un regard plus neuf sur le problème. Ils affirmaient que parmi toutes les choses qui irritaient Ronald dans ses moments de plus grande violence, on pouvait distinguer des mots comme « mal » ou « enfer ». Tous étaient d'accord sur le fait qu'il était nécessaire de pratiquer un nouvel exorcisme, et une fois de plus, ils ont obtenu la permission. L'endroit choisi fut de nouveau un hôpital, cette fois-ci les frères Alexiens, à South St. Louis, dans la partie la plus isolée de l'aile psychiatrique. Cela n'a pas été prévu comme un événement d'une journée, mais comme plusieurs séances successives pour libérer Ronald définitivement. Selon ce qui a été consigné dans les journaux de certains des prêtres, les rituels se sont succédés chaque nuit pendant plusieurs semaines. Certains disent qu'un total de 30 rituels d'exorcisme ont été réalisés. Pendant tous ces jours, les prêtres se relayaient, et comme cela était arrivé au premier, ils ont été blessés à plusieurs reprises. L'un des incidents les plus rapportés fut lorsque, au milieu des lectures et des prières, Ronald frappa Halloran, le prêtre qui dirigeait le groupe, en plein visage et lui cassa le nez. Selon les journaux des prêtres, une grande lettre X était apparue, gravée sur la poitrine du jeune homme, et ils ont interprété cela comme signifiant que 10 démons se trouvaient à l'intérieur du garçon. Au début, tout semblait vain. Chaque nuit, sans exception, Ronald recommençait à avoir ses accès de violence et il ne semblait pas y avoir de véritable progrès. Finalement, le dernier exorcisme sembla porter ses fruits. On raconte que depuis l'extérieur de l'hôpital, on a entendu un fracas semblable à un coup de fusil exactement au moment où une force démoniaque quittait le corps du petit. Tout cela s'est produit le 18 avril 1949 par hasard ou non, le lundi de Pâques. Par la suite, de nombreux livres ont documenté ce prétendu exorcisme que Halloran a toujours défendu comme un cas réel. On raconte que cette dernière nuit, le groupe de prêtres se sentait déjà épuisé et sur le point d'abandonner. Quelques minutes avant 23 heures, ils ont repris le rituel, pendant que Ronald criait, avec une voix qui n'était pas la sienne, que son âme était perdue. En suivant le protocole pour ces cas-là, les prêtres ont demandé à Saint-Michel-Archange de libérer l'enfant. Il y eut une dernière convulsion et un moment de silence sépulcral, pendant lequel les prêtres attendirent de voir ce qui s'était passé. Finalement, on raconte que Ronald ouvrit les yeux et raconta avoir vu une silhouette debout devant lui, portant une épée, qu'il avait complètement libéré de ce tourment. Mais alors un autre défi allait arriver, peut-être encore plus grand, mener une vie normale après avoir été l'enfant exorcisé. Ce qui est certain, c'est qu'en 1949, le vrai nom de Ronald Ankler a été caché et que l'affaire est devenue mondialement connue sous le nom de l'exorcisme de Rolando, pour garantir l'anonymat du protagoniste et de sa famille. Néanmoins, il y a toujours eu beaucoup de discussions et de spéculations à ce sujet. Comment l'enfant pourrait-il se réinsérer dans la société? Après tout ce qu'il avait vécu, existait-il une certitude que la menace avait complètement disparu? À quoi ressemblerait la vie d'un homme qui avait dû traverser un tel calvaire alors qu'il n'avait que 13 ans? Les réponses ont mis longtemps à arriver. Le journaliste d'investigation Mark Obsesnik, le blogueur Mike Madonna et Sergio Arrueda furent parmi les premiers à enquêter sur différents aspects de cette histoire, pour déterminer si cela s'était effectivement produit ou non. On avait tellement parlé de l'affaire de Rolando que certains doutaient même de l'existence réelle du garçon en question. Déjà en 1975, dans un article du magazine Fate, Obsesnik avait réussi à obtenir la date de naissance de Ronald. Et à partir de ce point de départ, il a spéculé sur son année de fin d'études. Il s'est alors rendu aux archives du lycée du quartier et a obtenu une copie de l'annuaire de 1954 date à laquelle il estimait que Ronald avait obtenu son diplôme. Il savait que la famille de l'enfant possédé avait des contacts avec l'église St. James à Mount Rainier. Et, en recherchant les familles qui appartenaient à ce cercle, il a réduit le nombre de suspects à 5. Ensuite,
En ayant la date de naissance de Ronald et son prénom possible, les chances se sont rapidement réduites à une seule personne, Ronald et Anne Claire. Cette révélation de 1975 n'a pas eu autant d'impact que l'affaire elle-même, qui a continué à être attribuée à un jeune homme encore anonyme. Bien qu'Obsesnik ait eu le nom complet du jeune homme et une photo de Ronald en sa possession, il a finalement décidé de ne pas publier ces informations. Il a rédigé un nouvel article dans le magazine Strange en 1999 dans lequel il a présenté certaines informations confirmées de l'histoire, mais il a gardé le nom secret pour des raisons juridiques. À ce moment-là, il était déjà de notoriété publique que le père Bishop avait écrit sur son expérience lors de ce raid d'exorcisme. Il ne restait plus qu'à assembler les pièces du puzzle. La preuve finale de la véritable identité de Ronald serait finalement confirmée dans une copie de la lettre que le père Bishop a envoyée au directeur de l'hôpital, Alexian Brothers, pour effectuer l'exorcisme. Le nom de famille Anclair y était clairement mentionné. Mais alors, une grande question se posait. Qu'était-il advenu de Ronald, l'homme de la NASA? Après les événements sinistres de son adolescence, il semble que Ronald et sa famille aient voulu reprendre une vie normale. Une fois adulte, Ronald Hankler a travaillé à la NASA sur les missions Apollo et a breveté une technologie pour les navettes spatiales. D'après les informations, Ronald a contribué au développement de panneaux résistants à la chaleur extrême, ce qui a permis d'envoyer des astronautes dans l'espace. Une fois que le vrai nom de Ronald a été révélé en 2021, le New York Post a mené l'enquête. Ils ont retrouvé l'une de ses collègues, qui a préféré garder l'anonymat. Et elle a expliqué que Ronald a toujours eu très peur que sa véritable identité soit révélée. Elle a affirmé que, malgré sa réussite professionnelle dans cette agence, l'homme restait toujours hanté par cette peur. Il ne voulait pas que l'on sache qu'il était le garçon exorcisé du Maryland. Il a vécu dans cette dichotomie angoissante pendant les 40 ans passés sur place, jusqu'à sa retraite en 2001. Lorsque sa véritable identité a été révélée, Ronald n'avait déjà plus de raison de s'inquiéter, même si en 2021, les journaux sont partis à sa recherche. Il était décédé d'une attaque cérébrale l'année précédente, en pleine pandémie, 1 mois avant d'avoir 86 ans. Il est mort chez lui à Marysville, dans le Maryland, où il a pu garder la vie anonyme qu'il a toujours souhaitée. Il serait resté tourmenté par les cauchemars qui lui rappelaient l'enfer qu'il avait dû traverser. A-t-il gardé des secrets sombres de son passé pour que plus personne ne le harcèle? Impossible à savoir. Clôture. Ronald a finalement bien compris l'impact culturel de son affaire. Cette histoire avait touché tant de gens à la fin des années 40 que c'est Eugene Gallagher, un prêtre de Georgetown, qui l'a fait connaître à un certain William Peter Blatty. Le futur écrivain étudiait alors à l'université de Georgetown, à Washington, D.C., où Gallagher était professeur. Le prêtre était encore impressionné par le récit qui circulait dans les cloîtres religieux, et il transmit cet intérêt à celui qui en fit un roman. Le film L'Exorciste, basé sur ce livre, a rapporté 440 millions de dollars dans le monde entier. Entre sa sortie et ses nombreuses reprises au cinéma, ce fut le plus grand succès du cinéma d'horreur. Et il a eu un tel impact que des cas d'hystérie collective ont même été signalés dans les salles où il était projeté. On parle même d'une malédiction qui aurait touché tous ceux qui ont participé au tournage. Et il a alimenté des théories et des rumeurs qui continuent de faire parler d'elle jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez tout vérifier dans un reportage déjà diffusé sur cette chaîne, intitulé « La malédiction de l'exorciste ». La grande énigme est de savoir combien de ce qui a été vu dans l'exorciste s'est réellement produit. À quel moment peut-on établir la frontière entre la réalité et la fiction, et entre la suggestion et ce qui est réellement documenté? Ronald Hankler souffrait-il d'un trouble mental dont il s'est remis, ou était-il vraiment possédé par un démon? Lui seul le sait, car au bout du compte, il a décidé d'emporter ce secret dans sa tombe. Bien sûr, il existe toujours la possibilité que quelqu'un décide de suivre ses traces et tente de lui poser la question avec une planche Ouija. Sauf que maintenant, nous savons déjà à quoi cela peut mener.